Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans Ensemble, c'est mieux. On s'intéresse aujourd'hui à l'immobilier. Y a-t-il une nouvelle donne depuis l'apparition du Covid-19 ? On sait combien le confinement nous a bousculés, qu'avoir un jardin ou un balcon, ça changeait quand même beaucoup de choses. Est-ce le moment d'acheter ou de vendre ? Est-ce si facile d'emprunter ou même de louer dans les conditions actuelles ? On va en parler avec mes invités ici présents. Mais avant, on retrouve notre globe-trotteur Evan. Salut Evan. Salut Anne Fantet, bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, je suis à Mordel en Ille-et-Vilaine pour vous faire assister à une formation aux gestes qui sauvent. Ça s'appelle la formation PSC1 pour prévention et secours civique. Elle est dispensée par les pompiers. Donc bienvenue dans la salle de formation, je baisse un peu de ton. Bonjour Lionel. Bonjour Evan. Alors vous êtes le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du 35. C'est quoi les missions de votre association ? Alors c'est une association qui existe déjà depuis 1895 et qui est là pour accompagner associativement les sapeurs-pompiers dans leur mission opérationnelle. Ça passe par des assurances complémentaires, ça passe par des missions auprès des jeunes sapeurs-pompiers, notamment pour leur formation, mais aussi on regroupe les anciens sapeurs-pompiers qui ont donné de leur temps à une certaine époque, et puis également la formation secourisme que vous allez vivre avec nous ici ce matin. Voilà. Qui a déjà commencé d'ailleurs. Qui a déjà commencé, exactement. Votre but, c'est aussi de responsabiliser les citoyens que nous sommes. Alors exactement, c'est-à-dire que quand on dit citoyen, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on sache agir en cas de nécessité. Et là, il est important de se positionner comme premier maillon de la chaîne des secours. On dit souvent que les sapeurs-pompiers sont les premiers arrivants sur intervention. Les premiers arrivants sont avant tout les personnes qui sont présentes directement sur le lieu de l'accident potentiel. Il peut se passer quand même bien 10-15 minutes entre l'accident et l'intervention des pompiers. Oui. Et donc, c'est des minutes qui sont cruciales. Exactement. Les premières minutes sont les minutes les plus cruciales. Il faut agir immédiatement. Et pour agir, il faut connaître ces premiers gestes de secours. C'est ce que l'on propose ici, toutes les semaines, mais parfois tous les jours ici à la Maison des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine, dans nos locaux, et comme le font aussi toutes les autres associations agréées de secourisme. Donc la formation, elle commence par un module un peu théorique qui est en train d'avoir lieu derrière nous. Et puis ensuite, on va passer à la pratique avec beaucoup d'objets que vous nous avez présentés aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces mannequins ? Alors, avant tout, les mannequins, les bustes sont des outils tout simplement pour présenter l'anatomie générale sans entrer dans les détails. Mais déjà, rien que pour le massage cardiaque, il faut savoir où situe le cœur. Le cœur, il n'est pas... En fait, on nous a menti, il n'est pas à gauche, il est au milieu. Alors, il est assez centré, effectivement. On dit qu'il est sous le sternum. Et c'est pour ça que pour faire un massage cardiaque, par exemple, il faut appuyer sur le sternum et non pas sur les côtés, donc sur les côtes en l'occurrence. Voilà. Alors, il y a aussi le défibrillateur qu'on verra tout à l'heure, parce qu'un défibrillateur, je ne savais pas, mais ça parle. Alors le défibrillateur, il parle tout simplement pour accompagner les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du secourisme, les primo-intervenants justement, dans leur démarche de secourisme. Et tous les défibrillateurs que l'on trouve dans le commerce accompagnent soit de manière visuelle, soit de manière parlée. Et en l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui de la plupart des modèles. Bon, vous nous ferez une démonstration tout à l'heure. Anne Fantet, j'aimerais bien savoir si toi et tes invités, vous connaissez les gestes qui sauvent. Alors, est-ce que vous connaissez les gestes qui sauvent ? En théorie, en pratique, un peu moins. Et vous, monsieur ? Lors de ma carrière sportive, j'ai assisté une fois à une formation il y a longtemps pour les gestes qui sauvent, oui, en effet. Je pense que Evan, on va apprendre beaucoup de choses dans ton reportage. Vous allez avoir besoin d'un petit refresh, en effet, ça tombe bien. Quel geste qui sauve allons-nous apprendre dans quelques minutes On va vous présenter le massage cardiaque. Bon, voilà. on va utiliser le défibrillateur. Et ben voilà, restez bien avec nous. Ça commence dans une poignée de minutes. Je vais parler un peu moins fort. Vous êtes pompier ? Oui, bien sûr. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis bientôt 30 ans. Ah oui, alors on est entre de bonnes mains. Merci beaucoup. Restez bien avec nous pour voir comment tout ça va se passer. Je compte sur vous pour ne pas arriver en retard. Ça ferait quand même mauvais genre. Merci beaucoup, Evan. Alors nous, ici, on va parler immobilier. C'est votre champ de compétences, en tout cas, à tous les deux. Alors c'était un sujet récurrent, espace trop petit, la chance d'avoir un jardin, le manque d'extérieur. Nos habitants ont animé nos conversations pendant le confinement. Comment se porte désormais le marché de l'immobilier après cette crise sanitaire inédite ? Alors Franck Moussion, vous êtes président de la Chambre Bretagne de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Si on doit faire un bilan 7 mois après le début de la crise du coronavirus en France, peut-on dire que le marché de l'immobilier a pâti de la crise que nous traversons ? Il y a eu d'abord ce stop net pour tout le monde. Les agences sont fermées et c'est vrai que 80% de l'activité avait disparu pendant 2 mois. Toutefois, ça a redémarré très vite et d'une façon très dynamique. Donc une grande partie du retard est en train de se combler ou quasi combler. Et cette reprise sur les chapeaux de roue a-t-elle effacé le trou d'air des 3 mois de confinement ?
Oui, vraiment quasiment. Pour la plupart, donc en matière locative, assez facilement, je dirais. En matière de transactions, on a vraiment eu un regain et surtout un regain immédiat. Et finalement, on constate que l'immobilier reste une valeur refuge en temps de crise. Oui, je crois que c'est un mot important. On s'aperçoit que la valeur refuge prend toute sa dimension en crise sanitaire. Alors vous êtes d'accord Arnaud Guilleux, vous qui êtes courtier? Oui, alors nous, on est effectivement un des maillons de la chaîne immobilière, mais effectivement, je partage le constat de Franck. Alors ce matin, sur le plateau, je viens avec deux nouvelles, une bonne et une un peu plus mauvaise. On vous écoute. C'est plutôt un bémol, mais voilà. La bonne, d'abord, on va commencer par celle-ci, c'est qu'effectivement, les taux sont plutôt très attractifs en ce moment. On a après le confinement, on a eu une petite montée de taux, remontée de taux avec des tensions un petit peu au niveau bancaire. On va y revenir tout à l'heure, oui. Et là, en fait, on voit bien que ça se redétend depuis le mois de juin. Et donc là, on arrive avec des taux vraiment très compétitifs, donc qui permet de regagner du budget aussi pour les Français et les Bretons. Donc ça, c'est très positif. Et puis le bémol, c'est qu'effectivement, depuis la crise sanitaire, on voit quand même les banques qui resserrent un petit peu les vis du crédit. Et c'est vrai qu'avec des critères qu'on connaît bien, qui sont l'apport personnel, les taux d'endettement, qui font que aujourd'hui, faut bien préparer son dossier parce qu'effectivement, elles sont un peu plus rigides, un peu plus sélectives. Et Franck Motion, tout à l'heure, vous parliez d'un effet de rattrapage. Est-ce le cas pour tous les départements bretons ? Oui, c'est sur l'ensemble du territoire breton. Alors, on vient de voir le tableau général. Reste à savoir ce qu'en pensent les Français. Voici un petit tour d'horizon de l'état d'esprit du moment. Et si on déménageait ? J'ai envie de changer d'air. Faut voir le marché de l'immobilier. Depuis le début du déconfinement, l'immobilier a redémarré sur les chapeaux de roue, avec une augmentation de 35% des transactions par rapport à juin 2019. Autre signe positif, 75% des Français restent confiants dans la réalisation de leurs projets. La tendance post-confinement, plus d'espace et de la verdure. 22% des Français déclarent avoir envie de déménager, surtout ceux vivant en appartement. Leur objectif, s'installer dans une maison avec un espace extérieur. 14% des Français ont donc entamé des recherches pour un bien avec un jardin et 11% avec une terrasse. 10% sont même prêts à quitter la ville pour une zone rurale. Alors, faut-il acheter maintenant ? Les prix vont-ils monter ou descendre ? Seul un Français sur 3 croit à la baisse. Et la méfiance règne. 75% redoutent une hausse des taux des crédits immobiliers. Pour pousser les murs et la verdure, tout dépendra de la conjoncture. Faut-il acheter maintenant ? C'est la grande question. Alors Arnaud Guilleux, je le disais, vous êtes courtier. Est-ce que vous avez constaté une affluence d'acheteurs depuis le déconfinement ? Tout à fait. Là, je reprends le constat. Effectivement, on a une baisse évidemment d'activité comme tous connue pendant la crise sanitaire pour ce confinement. Et depuis effectivement ce déconfinement, on voit bien, et c'est bien traité dans votre reportage, c'est avec des nouvelles aspirations, un jardin, un balcon plus grand, partir à la campagne, voilà, ou sur au bord de mer, sur la côte. On peut parler d'une affluence record des acheteurs aujourd'hui ? On dit que la période est assez historique, c'est ce que j'entendais avec vous en préparant cette émission. Record parce qu'effectivement elle est très condensée, puisque évidemment je pense qu'on a voulu rattraper un petit peu là tous ce temps, là on était tous chez nous ou en tout cas à l'étroit, donc je pense qu'on avait très envie tous de reprendre cette activité et de reprendre aussi nos projets. Et les Français l'ont fait, donc je pense qu'effectivement on est sur des choses là, pendant 3-4 mois assez ramassées en termes de temps. Donc effectivement, nous, on a bien connu et on connaît encore là vraiment un très beau flux de dossiers de prêts immobiliers. Et peut-on dire que les critères de choix ont drastiquement évolué ? Alors les critères de choix ont évolué. Après, entre ce qu'on souhaite et ce qu'on peut, il y a aussi cette différence. Il y a un gap parfois, oui. C'est aussi notre travail, ces enveloppes de prêts, et voilà, est-ce qu'on a les moyens de nos rêves ? Ça, c'est aussi on se peut tous poser la même question. Donc c'est ça aussi qu'on répond avec nos clients. Donc des fois, effectivement, on a des aspirations assez fortes, une très grande maison, pas trop loin de la ville, ok, d'accord, mais les budgets sont... Vous partagez le même constat, Franck Motion ? C'est ça, le château en Espagne devient parfois un château en Bretagne. Non, mais c'est vrai que cette période de confinement a été quand même révélatrice et un accélérateur pour le souhait, les projets des gens, voire parfois le rêve. Et à tel point que vous me disiez que trouver un extérieur devient presque aussi importante que la localisation du bien. Qu'est-ce que ça implique pour le marché ?
Eh bien, c'est que certains quartiers ont peut-être retrouvé, certaines villes, une dynamique qu'on ne leur connaissait pas auparavant, parce qu'elles sont comment dirais-je, plus atteignables en termes de tarifs pour les gens qui ont forcément un budget strict. Et ça permet à la fois de concilier son souhait tout en restant dans une zone urbaine qu'ils peuvent connaître. Alors justement, on a l'illustration concrète. On retrouve Charlotte Frontanella. Vous avez décidé de quitter Paris pour vous installer récemment à Châteaugiron. Alors bienvenue en Bretagne, tout d'abord. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? D'abord, ça a été le choix d'une vie un peu plus paisible, plus adaptée aussi à la vie de famille. Parce que c'est vrai qu'à la naissance de notre enfant, on s'est vite rendu compte que la vie à Paris était trop exiguë. L'appartement, les parcs, et donc aussi en s'installant à mon compte, ça a facilité l'installation en dehors de Paris en fait. C'est le confinement qui a accéléré votre prise de décision ? C'est vrai que ça a agi en effet comme un accélérateur, bien que on avait déjà ce projet de changement de vie, notamment pour l'espace qui clairement nous manquait cruellement à Paris. Et qu'est-ce qui change concrètement de Paris dans votre vie de tous les jours ? C'est votre mode de vie ou votre cadre de vie ? Alors, difficile de répondre pour moi pour l'instant, parce que ça fait une semaine à peine qu'on est installé ici. Effectivement. Mais c'est vrai qu'on est donc dans une petite ville à quelques kilomètres de Rennes qui est très agréable. C'est un émerveillement chaque matin de passer devant un château, de voir un marché, surtout de croiser des gens polis, respectueux, calmes. Ça nous change en fait. Alors Monsieur Mossion, on parlait tout à l'heure de château en Espagne. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver votre logement de rêve ? Oui, trouver le logement, alors ça a été quand même relativement difficile parce que il a fallu visiter à distance. Donc heureusement, le confinement a facilité les visites à distance, donc en visio. Et c'est quand même toujours une découverte d'arriver dans un appartement qu'on avait vu uniquement en vidéo. Des visites en visio. On a choisi. Oui. Des visites en visio, ça me surprend. Vous avez fait ça, vous aussi Oui, on a fait ça par WhatsApp. Ça existe, les agents immobiliers s'équipent de mieux en mieux. Maintenant, généralement, il faut toujours une traduction de visite réelle pour conclure à la fin. Qu'est-ce qui complique quand on fait une visite en visio, Arnaud Guilleux ? Nous, sur les rendez-vous, on était déjà un peu habitués dans le confinement de travailler à distance, soit par effectivement en visio, soit par téléphone, entretien téléphonique. Nous, voilà, c'est assez immatériel, la partie financement, donc nous, ça n'a pas changé. Par contre, ça a accéléré les choses. Et effectivement, d'ailleurs, depuis même le déconfinement, on s'aperçoit qu'on prend aussi ces réflexes assez rapidement avec les clients, de faire ça sur des rendez-vous téléphoniques, par visio, alors qu'on aurait pu se déplacer ou se voir avant. Charlotte Frontanella, de manière générale, est-ce que vous remarquez un mouvement d'autres personnes autour de vous à Paris qui décident de changer de vie, quitter Paris pour vivre en province ? C'est très courant autour de vous ? Oui, c'est un mouvement de fond qu'on a remarqué déjà depuis quelques années, avec la trentaine, l'arrivée des enfants. On a déjà des amis, de la famille qui se sont extirpés de Paris, en fait, depuis... Et pourquoi vous avez fait le choix de Châteaugiron ? C'est une petite ville de caractère, charmante, pas très loin de Rennes, à un prix qui nous semble abordable. On a choisi de passer par la case location et avant d'acheter. Parce qu'on a essayé d'acheter tout de suite, mais c'était quand même un peu audacieux. Donc on préfère louer pour l'instant. Alors, je vous propose de regarder ce reportage. Comme vous, Charlotte, de nombreux Franciliens ont regardé vers la Bretagne depuis la fin du confinement. Vous voyez ce reportage de Chloé Tixier et David Fossard. Il a été tourné en juin dernier. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ce couple de Franciliens prospecte depuis quelques jours. Ils recherchent une maison près de la baie de Saint-Brieuc. Ici, 145 mètres carrés habitables, plus de 800 mètres carrés de terrain avec vue sur mer pour 345 000 €. C'était une maison familiale. Elle a été habitée en permanence. Elle a été habitée en permanence. Après, il y a eu de la location. Un bien qui correspond à leur projet, trouver une résidence secondaire puis à terme s'y installer pour de bon. Ces 2 mois de confinement ont été un déclic. La période qui vient de s'écouler a été une période propice à la réflexion. Le fait qu'on puisse ici retrouver un peu d'essentiel
C'est ce qui nous motive. Une envie qui ne surprend pas cet agent immobilier. Depuis la reprise, les potentiels acquéreurs se bousculent. Qui est resté un peu. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Là, on double les visites. Quelquefois, on a 4-5 visites par jour, alors qu'une période, on n'avait qu'une seule visite. La Bretagne, une destination prisée par de plus en plus de citadins en mal de grand air. Selon une étude d'une plateforme d'annonces immobilières, les recherches des Franciliens pour acheter en Bretagne ont bondi de 25% par rapport à la période avant le confinement. Un engouement ressenti également chez ce notaire à Saint-Malo. Ces dernières semaines, les demandes affluent. Nous vivons en appartement, nous souhaitons déménager pour vivre proche de la mer sans pour autant changer de vie. Tous ont des critères bien précis. On a eu de nombreux appels de personnes qui réclamaient soit une maison, soit un appartement vue mer et qui avaient un réel besoin instinctif, un besoin de survie, de changer d'air. Reste à savoir si tout ça va se réaliser, se concrétiser. Pour l'instant, pas d'effet sur les prix, mais si la demande vient à augmenter, il faudra s'attendre à acheter plus cher en Bretagne. Claire Desmarres-Poirier, bonjour. Alors vous, vous êtes installée en Bretagne il y a à peu près 10 ans. Quel a été votre déclic ? Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez choix, cadre de vie, choix de vie. Pour moi, ça a été vraiment une question de choix de vie et je pense que c'est d'ailleurs un peu ce sur quoi on doit s'interroger aujourd'hui. Et ce que disait le notaire juste avant, les gens qui ne veulent pas changer leurs habitudes mais qui cherchent un cadre de vie meilleur. Je pense que c'est ça qui va limiter en fait la possibilité d'un changement profond. Dans les aspirations des gens que je rencontre aujourd'hui, je sens un peu la même chose que ce qui m'a motivée il y a 10 ans. C'est-à-dire à la fois le renoncement à une forme de réussite parce qu'il y a quand même des doutes très forts sur ce que peut impliquer en fait même simplement l'avenir à court terme à la suite du Covid pour beaucoup d'actifs, même des cadres, même des gens qui sont plutôt dans des bonnes positions économiques. La perspective de l'arrivée d'une crise ou du retour d'un cycle de confinement, c'est la question de mais pourquoi je fais ce métier, comment je vis, où je vis et du coup ça se pose bien au-delà de la question de la résidence secondaire ou du confort. Et justement, qu'est-ce que vous avez voulu quitter il y a 10 ans? Pour quelle vie aujourd'hui? Moi, j'ai quitté une vie de cadre de la fonction publique. Enfin, j'étais contractuelle, mais je veux dire que je travaillais dans une institution, j'avais fait Sciences Po, j'avais fait des bonnes études, j'avais un bon salaire. Et il se trouve que je ne me retrouvais pas du tout dans cette vie. Et donc, j'ai fait le choix de l'exode urbain et le choix de vie qui allait avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales avec mon mari et qu'on a un café-librairie sur notre ferme. Donc on a créé un lieu agriculturel dans une zone rurale au sud de l'Ille-et-Vilaine, dans le pays de Redon, dans une petite. Et vous vous considérez toujours comme une néo-rurale? Je me considère toujours comme une néo-rurale parce que je ne suis pas née à Six-sur-Arve, même si j'y ai trouvé ma place et que je m'y sens très bien aujourd'hui. Et parce que j'ai un lien à la ville qui n'est pas le même que les gens qui n'y ont jamais vécu. Donc voilà, et c'est un lien que j'ai conservé et j'ai vraiment de l'appétit pour conserver ce lien, mais pour insister aussi sur le fait que ma vie rurale, c'est mon choix. Alors, vous avez d'ailleurs écrit un livre pour défendre cet exode urbain manifeste pour une ruralité positive. Un livre qui se lit un peu comme un guide. C'était le but recherché ? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sur la brèche. Ce livre, j'ai commencé à l'écrire avant la crise du Covid. Évidemment, la lumière de cette situation, et notamment celle du confinement, a totalement bouleversé la façon dont le thème a été traité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à la bascule. Et vous le disiez, en fait, il y a beaucoup de candidats à l'exode. Mais combien d'entre eux vont réellement passer le pas? Et l'objet de cet ouvrage, c'était de convaincre qu'il y a la possibilité de se projeter à la campagne, pas seulement pour une zone de loisirs, pas seulement pour la retraite, mais aussi pour y construire un vrai projet de vie, y élever des enfants, y faire une carrière et réussir, mais d'une autre manière que ça peut se passer en ville. Charlotte Frontanella, vous nous écoutez attentivement depuis tout à l'heure. C'est un discours qui vous parle, le discours de Claire ? Oui, absolument. C'est vrai qu'on parle souvent de monter à la capitale comme si la réussite était là-haut, tout là-haut à Paris, dans les étoiles. Et comme si c'était descendre, en fait, de partir pour la province. Alors qu'en fait, la vie ailleurs qu'à Paris, elle est extrêmement foisonnante. Elle est beaucoup plus complexe, vaste, variée que les Parisiens peuvent parfois s'imaginer. Et c'est pas forcément cette campagne isolée. Il y a plein de villes, de moyennes, grandes. Voilà.
Il y a beaucoup de richesses en fait qu'on a hâte de découvrir. Cet exode urbain dont parle Claire, tous ces questionnements un peu sur notre rapport au travail, au temps et à la consommation, Arnaud Guilleux et Franck Motion, ce sont des questionnements que vous devez prendre en compte dans votre champ de compétences, l'immobilier. Oui, je crois qu'il y a le déplacement. Le mode de déplacement est un des critères et donc on voit des villes qui sont sur des lignes ferroviaires qui prennent un essor plus important que d'autres, en deuxième couronne ou entre deux grandes villes par exemple. Comment vous prenez en compte ces nouvelles aspirations, Arnaud Guilleux ? C'est aussi une discussion qu'on a avec nos clients qui justement sont à la recherche de biens immobiliers. Et on parle beaucoup de budget, et évidemment le budget c'est aussi la localisation et l'emplacement et leur aspiration. Donc c'est vrai que quand on parle effectivement première, deuxième couronne de Rennes, parce que là on parle de Rennes, mais c'est pareil partout aussi en Bretagne, c'est une histoire aussi de budget, de choix de vie. Et avec toutes les contraintes aussi. Moi, j'habite aussi en campagne, je connais les contraintes et je connais aussi les avantages, évidemment. Quelles sont les contraintes, rapidement ? C'est justement ces déplacements que Franck évoque. C'est aussi un budget, quelque part. Et c'est des contraintes, quand même, pour pas mal de choses. Mais quand c'est un choix, ces contraintes-là ne sont plus des contraintes. Enfin, il faut être très clair. Mais il faut aussi bien réfléchir à tout ça. On va y réfléchir tout à l'heure. Alors, on fait une petite pause. Je vous propose de retrouver Evan en duplex de Mordel. Oui, Evan qui apprend les gestes de premier secours aujourd'hui avec les pompiers à Mordel, enfin qui va tenter d'apprendre. Parce que Lionel, tout le monde peut apprendre les gestes qui sauvent et tout le monde peut donc sauver des vies. Oui, bien sûr, il est même recommandé de s'y intéresser. Tous les jeunes, à partir de 10-12 ans, on va dire le niveau collège, peuvent suivre cette formation-là. Et puis après, il n'y a pas d'émidage, bien évidemment. Ce qui compte, c'est d'être citoyen engagé et puis vraiment de faire cet effort, de se former et d'être le premier maillon de la chaîne des secours. Dans un monde idéal, toutes les Françaises et tous les Français seraient formés à ces gestes. Alors, on est tout à fait d'accord avec vous et on milite pour ça. Ça serait vraiment le monde idéal. On accuse un certain retard en France. On estime entre 25 et 30% de la population formée ou sensibilisée. Il serait extrêmement intéressant pour tout le monde, pour le bien de tout le monde en tout cas, que le maximum de population soit formée. Bon, alors avant que tous les téléspectateurs de France 3 s'inscrivent à une formation, on va vous faire vivre une petite formation express télévisuelle. Avec vous, Cyril, bonjour, vous êtes le formateur de cette session. Là, vous êtes en train de faire un massage cardiaque, si j'ai bien compris. Exactement, donc je fais une réanimation cardio-pulmonaire, donc on fait des compressions thoraciques pour l'instant. Alors, comment fait-on? Comment il faut faire? Est-ce qu'il y a une pratique particulière? Il faut être déjà très fort et très musclé, j'imagine. Pas du tout. C'est à la portée d'un enfant de 10 ans peut pratiquer cette technique. Donc, il suffit de placer le talon de la main au centre du sternum, au centre de la poitrine, la deuxième main avec les doigts entrecrochés, bien lever les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes, d'avoir un appui qui est bien vertical, les bras bien tendus et on utilise tout le poids de notre corps. On enfonce le thorax et on relâche pour qu'il reprenne sa forme initiale. Et on répète l'opération. Donc ça, c'est un geste qu'on peut pratiquer en attendant l'arrivée des pompiers. Exactement, c'est un geste essentiel en attendant l'arrivée des secours. Ce qui permet de faire j'espère que tout le monde suit bien derrière, parce qu'après, c'est l'interro surprise. Alors, il y a aussi le défibrillateur, on en voit partout. Oui. Et personnellement, j'en vois partout, mais je ne sais pas comment ça marche. Quand on vient ici, on nous apprend justement à s'en servir. Exactement. Donc là, on va l'utiliser avec un appareil qui sert pour la formation. Très simple à utiliser. La première chose à le faire, tous ces modèles fonctionnent de la même manière. Il y a un bouton pour l'allumer. En allumant, vous avez des consignes vocales. Et on vous demande on vous explique comment l'utiliser. Donc vous avez allumé l'appareil. Là, l'appareil vous dit d'utiliser des électrodes. Donc ces électrodes qui vont se placer de chaque côté du cœur, qui permet de faire une analyse. La machine va faire une analyse du rythme cardiaque, savoir s'il y a cette anomalie qui s'appelle la fibrillation ventriculaire. Et si la machine détecte une fibrillation, elle va délivrer le choc toute seule. C'est très simple à utiliser. On allume la machine, on colle les électrodes et on écoute. Par contre, c'est pas la voix de Pamela Anderson dans l'Alert à Malibu. Alors ça dépend, il y a des voix d'hommes ou des voix de femmes, selon les modèles. Voilà ce que vous voulez. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Les ados, ils disent aussi souvent « Ah, je suis trop en PLS ». Ça veut dire quoi la PLS? La PLS, c'est la position latérale de sécurité. On se met sur le côté. Quand ils sont un petit peu fatigués, les jeunes, ils disent on se met en PLS, on est fatigué. Donc on met quelqu'un sur le côté, une personne qui a perdu connaissance, on la met sur le côté jusqu'à l'arrivée des secours pour lui permettre de continuer à respirer. Ok, bon donc on a déjà vu 3 gestes qu'on va voir plus en profondeur tout à l'heure. On va aussi apprendre à faire un garrot, il me semble, c'est ça? La suite de la formation? Oui. Dans la formation, on a la pose du garrot aussi, un geste qui permet de comprimer, d'arrêter une hémorragie. Donc là, on l'utilise vraiment pour des grosses hémorragies qu'on ne peut pas stopper en appuyant,
99% des cas, en comprimant la plaie, ça suffit pour stopper une hémorragie. Bon, et restez bien avec nous. Tout à l'heure, on va voir comment faire le garrot. Et puis, je vous le dis, mais il y aura un terreau surprise en fin d'émission. Donc, Anne Fantet, je compte sur toi pour bien apprendre. Je vais être accompagnée de mes acolytes en plateau, bien sûr. Alors nous, on va continuer à parler immobilier. On va parler du sujet qui fâche. Vous le disiez tout à l'heure, la contrainte, c'est l'argent dont on dispose. Est-ce qu'il faut s'attendre, Franck Monsieur, à ce que les prix continuent à grimper dans notre région? On l'entendait tout à l'heure dans notre reportage. Alors, il est certain qu'en Bretagne, à Rennes particulièrement, il y a eu des augmentations ces derniers temps. Je crois que c'est surtout aussi un phénomène de rattrapage par rapport à d'autres métropoles qui ont connu des augmentations comme Bordeaux, Nantes, l'arc atlantique. Et aujourd'hui, face à un horizon qui s'obscurcit un petit peu, on va certainement arriver à un plafonnement. On a maintenant atteint des plafonds de verre pour certaines surfaces. Et je pense que les gens vont raison garder et maintenant on peut s'attendre à une certaine stabilisation des prix. Et vous pensez aussi qu'on va arriver à une stabilisation des prix? On ne va pas connaître la même trajectoire que Nantes, par exemple? Je partage totalement, sachant qu'effectivement, les principales métropoles ont quand même bien augmenté là, sur les 12 derniers mois. Donc effectivement, là on voit bien que ça se stabilise. Il y a quand même une demande qui est relativement forte. Donc c'est aussi ça qui va faire réagir le marché, mais il y a aussi l'histoire de budget, là encore, on revient toujours à notre histoire de budget. Vous parlez de demande forte, en tout cas l'immobilier breton reste très attractif auprès des Britanniques. Dans les Côtes-d'Armor par exemple, les affaires vont bon train avec nos voisins anglais. Vous voyez ce reportage tourné par Jean-Marc Seigné et Lucas Aubé il y a quelques semaines. En Centre-Bretagne, les Anglais parlent aux Anglais, notamment quand il s'agit de trouver un toit pour réaliser le rêve d'une vie. James et Donna sont venus du centre de l'Angleterre visiter ce qui sera peut-être leur future demeure à Langourla. Guidés par des compatriotes, ils s'imaginent déjà passer leur retraite en Bretagne. L'Angleterre est devenue trop bruyante. On y ressent une pression permanente. On veut prendre du recul et ce serait une opportunité de le faire ici. La baisse de la livre sterling et le Brexit auraient pu décourager ce couple à investir en France. Mais depuis la fin du confinement, ils sont comme eux de plus en plus nombreux à vouloir s'établir durablement en Bretagne, comme le constate ce couple d'agents immobiliers. Ils veulent changer leur vie complètement. La tranquillité ici, la communauté, c'est beaucoup mieux comme en Angleterre. C'est plus facile à vivre ici. Un changement d'horizon avec en prime une quête d'authenticité et une prime donnée aux maisons de caractère. Tout type de maisons, mais typiquement les maisons en pierre, les maisons avec un peu de terrain, les maisons dans les jolis bords comme celui-là. Donc une vie en campagne. On le sent, le calendrier du Brexit est dans toutes les têtes et notre région est de loin la plus courtisée pour espérer un titre de séjour de résident, comme le constate le fondateur de cette agence immobilière. La Bretagne, c'est facile, on prend le bateau Saint-Malo ou à Caen, c'est vite rendu. Depuis la fin du Covid, dans le premier mois, c'était surtout les Français qui ont acheté en milieu rural, donc on a eu cette augmentation quand même. Et là, depuis le début juillet, il y a énormément de Britanniques. Bon, on est à plus 40 à 50, 40 et 50 par département. Il va sans dire que le prix de l'immobilier est bon marché pour les Anglais, surtout en Centre-Bretagne, 4 à 10 fois moins cher, un argument de poids pour que se prolonge la belle histoire d'amour. Alors, une belle histoire, certes, mais autre phénomène que l'on constate, Arnaud Guilleux, les banques durcissent leurs conditions de prêt. Pourquoi ? Pourquoi en fait, on connaissait ça même avant la crise sanitaire. Depuis le début de l'année, en fait, il y a le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, a préconisé, pour éviter une bulle, aux établissements de durcir un petit peu leurs règles, et notamment sur deux sujets qui sont l'apport personnel. Voilà, si on n'a pas 10% d'apport, c'est très compliqué aujourd'hui. Et surtout de limiter à 33% d'endettement. Alors ce vieux garde-fou voilà, qu'on avait un peu mis de côté parce que c'était plutôt le restant à vivre qui était important, revient devant la scène et effectivement ça c'est plutôt bloquant. Alors Claire Desmarres-Poirier et Charlotte Frontena, quand vous entendez tout ça, vous vous dites ouf, je suis enfin installée, ça c'est fait.
Oui, je pense qu'effectivement, on a la sensation d'avoir eu l'intuition au bon moment. Maintenant, je pense que en tout cas, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ce mouvement prenne de l'ampleur. Parce que pour nos territoires, pour les territoires ruraux, on voyait le centre-Bretagne. Évidemment qu'en Bretagne, le littoral est attractif, mais ça date pas du Covid, en fait. Et puis le coût du foncier est élevé, et donc c'est pas une perspective de vie qui s'offre à tout le monde. Alors qu'on a des tas de territoires qui ont besoin de retrouver un dynamisme et qui, effectivement, sont accessibles à des prix qui permettent à plein de jeunes couples et de familles et de types de métiers de se projeter. Et ça, je pense que c'est un espoir pour nos territoires. Et Charlotte Fontanella, vous allez vous aussi essayer de convaincre d'autres personnes de suivre ce mouvement dont vous êtes déjà convaincue? Oui, on est déjà convaincus. C'est vrai que pour un budget identique ici, on peut avoir une maison avec un jardin, alors qu'on avait un tout petit appartement. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charlotte Fontanella. On vous souhaite une belle vie en Bretagne. Merci. Alors, nous, on continue de parler du secteur de l'immobilier. On va en profiter pour découvrir le métier d'agent immobilier. Aujourd'hui, c'est Karine qui nous raconte son quotidien au travail. On va aller visiter la maison, je vous fais signer le bon de visite ici. Hop. Et on est parti. Je suis Karine Lotte Pereira et je suis agent immobilier. Ce qui m'a emmenée à l'immobilier, c'est mon frère. Souvent, j'étais assistante l'été dans l'agence où il travaillait. Dès l'âge de 15 ans, j'ai adhéré au côté challenge. Je suis une compétitrice dans l'âme, je fais beaucoup de sport. Dans ce métier-là, je retrouve des similitudes. Et puis le côté business. Je vous laisse découvrir. On a une première chambre. En fait, on a vraiment une proximité immédiate avec les clients. On essaye de comprendre ce dont ils ont besoin, voir les yeux qui pétillent de mes clients lorsque j'ai réussi à leur trouver la maison dont ils rêvaient et à installer toute leur petite famille. En fait, c'est ça que j'adore dans mon métier. Et sur votre droite, là, il y a un parc. Ça s'appelle le parc Anatole France, qui est très sympa, très agréable. C'est vrai que comme on rentre vraiment dans l'intimité des gens, il y a beaucoup d'émotions. Il faut vraiment se protéger. Et moi, au début, j'avais tendance à faire beaucoup l'éponge. Je me suis déjà vue pleurer avec des clients. Quand on s'investit dans un projet, on prend tout et il ne faut pas tout prendre. Et après, tout ce qui est école primaire, maternelle, on est vraiment à 5 minutes à pied. Au début, c'était très dur, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais jeune. Je me faisais souvent recaler par rapport à mon âge. Après, l'adaptation, ça fait partie vraiment des qualités requises dans notre métier, quoi. Son côté véranda, là, il avait installé la salle à manger. Donc là, on pouvait bien se projeter dans sa pièce de vie. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un vrai sport d'équipe. Je dis toujours à mes gars au quotidien que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, c'est un peu une phrase bateau, mais moi qui me correspond complètement. Okay. Vous êtes dans le quartier depuis peu? Ouais, non, on vient juste d'acheter. D'accord, félicitations en tout cas, vous avez acheté une jolie maison. Okay. Et un côté enquête, ouais, complètement. Puisque on fait un métier où il faut beaucoup observer, beaucoup écouter. Et effectivement, quand une maison est fermée depuis quelques temps, sonner à la porte d'à côté pour essayer d'avoir une information, ça fait partie du job. Il faut être culotté, il faut aller de l'avant, il faut avoir peur de rien en fait. Et on retrouve Marc Weinmann, formateur référent au sein du Greta Bretagne Sud, réseau de formation continue pour adultes. Bonjour Marc, est-ce que vos étudiants sont inquiets de la conjoncture actuelle ? Alors écoutez, pas du tout, parce qu'on assiste effectivement à un rebond du marché, un rattrapage, donc ils ne sont absolument pas inquiets. Quels sont les différents types de cursus qui permettent de devenir agent immobilier ? Écoutez, il existe surtout et avant tout le BTS profession immobilière, qui est proposé sur le Greta de Vannes et notamment au lycée professionnel Jean Guéhenno de Vannes. Donc c'est un BTS qui a pour vocation de former des professionnels des services de l'immobilier et qui c'est une qualification qui a été recherchée par les branches professionnelles. Et quelles sont les perspectives d'évolution de carrière ? Écoutez, elles sont positives. Ils ont la possibilité, du fait de la délivrance de la carte professionnelle lorsqu'ils sont titulaires du BTS profession immobilière, à se mettre à leur compte, à devenir cadre dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent assez rapidement. Alors Franck Motion, on voit de plus en plus d'agents immobiliers qui se mettent à leur propre compte sans agence, qui font un peu du porte-à-porte, du bouche à oreille. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution du métier ?
Comme tout métier, il y a des évolutions. C'est vrai que maintenant, il y a la digitalisation, il y a des possibilités de visite virtuelle. Donc, il y a plusieurs modes de distribution. Ça existe dans d'autres métiers. Il n'empêche que c'est une profession réglementée. Comme le dit monsieur, il faut une formation, un certain nombre d'heures de formation pour obtenir une carte professionnelle. Donc, il y a quand même une distinction qui s'opère entre l'agent immobilier titulaire de carte et un mandataire qui est, lui, un indépendant mais non titulaire de carte. Marc Weimann, le métier est amené à se réinventer du fait du Covid-19, vous pensez ? Alors, on va vers une digitalisation en fait du métier. Donc effectivement, ça a été dit précédemment, donc avec des visites virtuelles à distance, par exemple. Alors, Arnaud Guilleux, Franck Motion, je lisais dans votre bilan semestriel, vous me disiez que certaines agences risquent de fermer leurs portes. Comment ça se fait ? Il y a plusieurs métiers. Et certaines n'ont pas forcément aussi pris le virage technologique qu'il fallait. Donc, face à cette concurrence nouvelle, il faut obtenir une certaine réactivité. Que pensez-vous de cette concurrence nouvelle, Arnaud Guilleux ? Que nous, en fait, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a monté une plateforme entièrement digitalisée, justement, sur la partie courtage de crédit. Et au-delà de ça, tout ce qui peut nous amener à pouvoir faire de la continuité à distance. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la crise sanitaire et les confinements qu'on a pu connaître, on peut que accélérer tous ces outils et dans toute la chaîne, puisque nous, on est un maillon, l'agence immobilière est un maillon, il y a aussi les notaires, il y a les banques. Et tous ces maillons, toute cette chaîne, en fait, finalement, doit opérer pour que demain, en fait, tous les outils soient vraiment le plus appropriés pour que de leur smartphone, en fait, un Breton peut acheter, financer et signer. Marc Weimann, vous partagez le constat d'Arnaud Guilleux ? J'adhère complètement à ce qui vient d'être dit, effectivement. Donc, digitalisation vraiment du métier. Alors, merci beaucoup, Marc Weimann, d'avoir été avec nous. Alors, comme vous le savez, chaque jour, on essaie de vous donner un maximum de clés dans le domaine de l'emploi. C'est l'une des priorités cette année sur France 3. Alors, voyez ces quelques conseils si vous souhaitez tester des formations gratuites au numérique. Les formations gratuites au numérique, qu'est-ce que ça vaut ? 74%, c'est le pourcentage de personnes qui ont trouvé un emploi ou qui ont accédé à un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage après une de ces formations. Elles sont labellisées et répertoriées par la Grande École du numérique. Sur son site internet, on trouve des formations à distance ou en présentiel de 3 à 24 mois. Pas de diplôme ou de compétences particulières requis. Seul compte vos aptitudes et votre motivation. Plus de 700 formations dans 80 métiers du numérique sont proposées, de développeurs à techniciens de réseau. Et elles sont gratuites pour tous les demandeurs d'emploi. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Allons jeter un œil du côté de Mordel, où Evan nous parle des gestes qui sauvent. Prêt à dégainer pour... Oh mon Dieu, mais Cyril, qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai une hémorragie importante. Oh là là, alors qu'est-ce que je dois faire ? Je vais faire un garrot pour arrêter l'hémorragie. J'aime bien parce que vous aussi vous parlez avec le ton paniqué alors que vous ne devriez pas. Je le fais bien en mode panique. Voilà. C'est bien. Donc je prends ma sangle que je serre, d'accord ? Je fais un premier nœud, voilà. Ensuite, je vais utiliser tout ce qui fait office de bâton. Ça peut être un stylo, ça peut être une branche en forêt, un tournevis. Je vais attacher ce bâton en faisant un double nœud dessus. Voilà. Je fais un double nœud. Comme un petit paquet cadeau de Noël. Exactement. En fait. Et ensuite, je vais tourner. Et en tournant, ça compresse. Ça va comprimer, et ce qui permet d'arrêter l'hémorragie. En fait, c'est pas vraiment. C'est la première étape avant le garrot, c'est la compression, c'est ça ? On appuie directement sur la plaie, compression directe, ce qui permet de stopper 9 fois sur 10 une hémorragie. Très bien. Et dans certains cas, ça ne fonctionne pas, donc il faut avoir recours à cette deuxième technique, qui est la pose du garrot, qui se place, on pose le garrot entre la plaie et le cœur. Parfait. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse retourner parce que vos étudiants vous attendent. Et puis, Anne-Laure, vous allez me rejoindre. Anne-Laure, vous êtes l'une des participantes de cette session de formation. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'y participer ? Alors, tout d'abord, le réseau Accueil Paysan, c'est un réseau qui soutient l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture à taille humaine, qui va valoriser les circuits courts, qui va respecter l'environnement. Et donc, vous faites partie de ce réseau ? Voilà, je suis adhérente avec tous les autres derrière. Et dans ce cadre-là, on est amené à rencontrer du public, soit dans le cadre de l'accueil de personnes fragilisées,
soit dans l'accueil de loisirs, l'accueil pédagogique, ou tout simplement des consommateurs qui viennent chercher les produits locaux à la ferme, ou des touristes, parce qu'il y a aussi du tourisme. Et donc dans ce cadre-là, il est très important pour nous d'avoir connaissance des premiers gestes pour éventuellement sauver une vie dans une activité qu'on aurait à faire avec ces publics-là. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation un petit peu délicate, justement, où vous vous êtes dit, tiens, si seulement je connaissais ces fameux gestes? Oui, ça m'est arrivé et j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir quelqu'un qui pouvait faire un peu apaiser la panique et dire, attendez, on appelle... Donc à moi maintenant aussi d'apprendre et puis de pouvoir participer au secours si besoin. Donc dans la formation aujourd'hui, on a des agriculteurs, des agricultrices, des paysans, des paysannes. Oui, alors oui, mais pas que. Donc des acteurs ruraux, actrices ruraux. En fait, les agriculteurs et les non-agriculteurs sont des acteurs ruraux, c'est-à-dire des personnes qui veulent promouvoir l'agriculture paysanne, mais aussi développer des activités économiques dans toutes nos communes, nos villages, et développer une autonomie intellectuelle, une autonomie économique. Il y a des besoins, ça répond à des réels besoins. Donc on se développe, on est aujourd'hui entre 65 et 70 adhérents. La moitié sont des professionnels agricoles, la moitié sont des acteurs ruraux qui viennent de plein de milieux différents. Bon, une très belle démarche, bravo. En tout cas, je vous laisse aller suivre la formation parce que vous êtes quand même là pour ça. Merci, bonne journée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez garder le micro. Lionel, on vous retrouve, vous êtes le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Expliquez-nous les modalités pratiques. La formation, elle dure combien de temps déjà? Alors c'est une formation pour le PSC1 qui dure une journée. On a une version qui s'appelle les gestes qui sauvent, qui est partagée par tous les acteurs de formation en France, qui dure 2 heures. Pour le PSC1, ça coûte une 60aine d'euros en moyenne sur le territoire français, selon les associations agréées de sécurité civile qui proposent cette formation. Parce que ça peut être pris en charge aussi peut-être par le Pôle emploi si on est au chômage. Bien sûr. Il y a diverses solutions de financement selon qu'on est dans une association, une entreprise, effectivement pris en charge socialement, etc. Voilà. Et on n'est pas obligé de venir à Mordel, comme vous commencez à le dire. Il y a beaucoup d'organismes qui dispensent ces formations. Alors voilà, toutes les associations agréées de sécurité civile dispensent cette formation, mais aussi toutes les unions départementales de sapeurs-pompiers qu'on peut retrouver dans chaque département en France. Et ça peut être réalisé effectivement dans les maisons de sapeurs-pompiers, dans les centres de secours, mais aussi directement chez les gens, dans leur entreprise, dans leur école, dans leur association, etc. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Très bonne fin de formation. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette petite formation avec nous. On se retrouve demain dans un tout autre cadre, dans la forêt de Rennes, pour profiter de la nature et respirer le grand air. Allez, à demain et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan, pour ce plateau très instructif. Je pense que tout le monde devrait apprendre les gestes qui sauvent. Je pense qu'on va tous s'inscrire d'ici peu. Et demain, comme le disait Evan, au programme d'Ensemble ce mieux, il sera question des envies de nature qui explosent depuis le déconfinement. Une émission au vert donc, à suivre dans quelques instants votre journal régional. Bonne journée à toutes et à tous.